Chers internautes, bonjour, bonsoir. Je reprends cette vidéo suite à un incident technique. Je vous propose de parler aujourd'hui d'Aimé Césaire à partir de ce que nous pensons dans Pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, puisque je rappelle que dans mon livre, j'ai consacré un passage au sujet d'Aimé Césaire. Il faut rappeler que, comme je disais tout à l'heure, que nous étions à une époque de refoulement identitaire, et le titre que j'ai donné au chapitre, c'est le nègre, Césaire le nègre fondamental à la rescousse de l'Africain aux Antilles-Guyane. Et je dirais que dans le cadre de la colonisation, nous avons été confrontés à un conflit de civilisation. Un conflit de civilisation de par la confrontation avec la civilisation blanche, la civilisation européenne, vecteur de la colonisation, de l'assimilation, système qui prendra en charge l'éducation coloniale, on ne dira pas nationale, mais française. Et donc, il faut parler à l'origine d'un véritable conflit de civilisation à la base de l'assimilation, et nos populations dépositaires de la civilisation africaine à cette époque a été confrontée à un dilemme, parce que tout dans la société coloniale, de par l'éducation nationale, incitait le nègre à déserter sa culture, sa civilisation, et on peut dire que il y avait, on peut dire, un antagonisme avec l'esprit des campagnes et l'esprit du bourg, parce que pour nous, la campagne a toujours été dépositaire de la civilisation africaine, la civilisation ancestrale. Les campagnes, les morts n'ont toujours été des sanctuaires du marronnage, des sanctuaires de la rébellion, et par conséquent, les campagnes ont vécu très durement la reprise en main par le système de l'éducation coloniale, la situation au niveau culturel. On peut dire que on pourrait, à cette époque-là, opposer les populations des campagnes à celles du bourg, parce que on peut considérer que le colonialisme a centralisé toutes les bases de la civilisation occidentale, la civilisation européenne, la civilisation judéo-chrétienne, à partir des bourgs. Et c'est à partir des bourgs qu'ont été implantées l'école, l'église, etc., etc. Et en effet, il y avait un hiatus véritablement entre la situation des bourgs et celle de la campagne, parce que les gens de la campagne, ils étaient gardiens de valeurs, gardiens de coutumes, gardiens du vaudou, et aussi gardiens de certaines pratiques spirituelles
mahométanes qui ont été progressivement dissolues. Et finalement, nous verrons que dans cette confrontation avec la civilisation européenne, eh bien, l'enjeu, c'était de transformer la campagne, faire en sorte que le bourg influence une déviation, une désorientation des peuples des campagnes, des populations des campagnes. Et je crois que peut-être à cette époque, certains notables qui étaient tenants de l'éducation, tenant de la transmission de la civilisation européenne occidentale n'avaient peut-être pas compris les enjeux, ou du moins il appartenait à une classe réactionnaire qui voyait à travers les transformations à partir de la civilisation française, la civilisation européenne, leur salut. Et d'ailleurs, les premiers maîtres d'école, on se rappelle qu'ils interdisaient la langue martiniquaise, ils interdisaient la langue créole. Donc, je rappelle tout cela, puisque dans mon livre, je parle d'un conflit de civilisation à la base de l'assimilation. Et on peut dire qu'à cette époque-là, certains, comment dirais-je, intellectuels ont cherché un chemin de repli, de retraite, pour essayer effectivement de bifurquer, de rogner, de déserter la civilisation africaine. Et donc, l'enjeu aussi de la civilisation française était de proposer un ascenseur social. Donc, tous ceux qui espéraient gravir les échelons de la société dans cette petite apartheid de classe et de race, ils étaient influencés par la culture française, la culture européenne, pour tenter de gravir l'ascenseur social. Et donc, on peut parler directement de la bourgeoisie et de ces classes, de tous les complexes qui avaient finalement décidé le lâchage de leur africanité pour trouver leur planche de salut dans l'occidentalisation. Et ainsi, ceux qui choisissaient l'occidentalisation essayaient d'exorciser et de réussir, de s'exorciser pour réussir dans le système, parce qu'ils se refusaient de s'identifier à eux-mêmes, qui donc l'Africain qui était la victime désignée, le nègre qui était humilié dans cette société, et il avait toujours tort du fait d'être noir dans le monde colonial. Donc il faut pédagogiquement, pour comprendre l'évolution de notre société, aborder le bas à bas de notre évolution avec ses difficultés, avec ses péripéties, avec ses complexes. Et c'est vraiment un paradoxe, puisque le nègre qui a été victime de tout cela, il n'a rien demandé. On est allé le chercher en Afrique pour l'extirper de son jus civilisationnel fondé sur des bases juridiques. On a cherché à exploiter son intelligence millénaire et formidable, surtout la force de son travail, pour s'enrichir à ses dépens. Et toutes les capitales, Nantes, Bordeaux, etc., qui étaient les fleurons
comment dirais-je, de la production française, finalement, se sont édifiés jusqu'à depuis la révolution, depuis l'esclavage jusqu'à la révolution industrielle sur la sueur et le sang des nègres. Et c'est pour cela que nous devons affirmer que il y a réellement un crime contre l'humanité, bien que actuellement les crapules criminels auteurs de ces crimes contre l'humanité, ils n'ont pas envisagé réparer ces crimes, et nous disons que la raison, c'est la non-existence d'un État martiniquais. Parce que nous avons pris le cas d'Israël, qui est un État d'occupation téléguidé par, disons, la Société des Nations et les puissances occidentales, qui vont permettre l'émergence de cet État qu'on appelle une tumeur cancéreuse en Palestine, et à partir de cette réalité étatique, eh bien, Israël aura, en tant qu'État, droit à la réparation. Et nous, en tant que peuple martiniquais, en tant que nation caribéenne d'expression française, nous pensons que l'émergence de nos États est une condition préalable pour l'obtention de la réparation, et c'est pour cela que quand on parle de souveraineté, quand on parle d'émancipation, nous devons nous battre pour l'existence d'un État, et nous disons que la réparation, contrairement à ce que croit le camarade Malsa, n'est pas une attribution à une association loi 1901. Parce que dans la logique coloniale, il ne peut pas réparer, comment dirais-je, des institutions telles que se réclament certains camarades, des institutions loi 1901 qui prennent leur essence dans la législation française. Et donc, par conséquent, cela ne constitue pas une évidence pour que le gouvernement colonial puisse réparer les crimes contre l'humanité. Et c'est pour cela que nous disons que lorsque sera évident l'émergence d'un État martiniquais, eh bien, devant l'Assemblée générale de l'ONU et devant le Conseil de sécurité, nos alliés d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient pourront faire pression sur les autorités coloniales qu'elles puissent réparer effectivement, et cette réparation peut être considérée comme comment dirais-je, comme un élément financier qui peut rentrer dans le budget d'un État martiniquais, guadeloupéen ou guyanais. Donc, il faut comprendre cette réalité dans laquelle nous avons vécu, que nous vivions, pour pouvoir comprendre l'importance du rôle joué par Aimé Césaire en tant que philosophe et en tant qu'idéologue. Et c'est pour cela que nous avons réservé un chapitre, un thème intitulé Césaire Aimé, le nègre fondamental à la rescousse de l'Africain aux Antilles-Guyanes. Et je rappelle que nous pouvons citer au préalable l'exemple des frères
Africains-Américains qui ont déployé une véritable résistance aux pires heures ségrégationnistes de leur histoire. Et donc, en Martinique, dans les Antilles-Guyane, Césaire Aimé, le nègre fondamental, il est intervenu à la rescousse de l'Africain aux Antilles-Guyane. Parce que nous avions, comment dirais-je, nous étions confrontés à une guerre culturelle et dans le cadre de toute guerre, les peuples confrontés à une guerre, ils ont besoin d'une direction, ils ont besoin d'un guide pour leur indiquer la direction où ils doivent marcher. Et s'agissant du noir en Amérique du Nord, eh bien, ils ont résisté et ils ne sont jamais retrouvés, nous disons, eux aussi esselés que l'Africain en Martinique, que l'Africain aux Antilles-Guyane. Et donc, il faut relever le réflexe des Africains américains qui n'a pas été celui de nos fugitifs notables, nos fugitifs fils et filles de l'Afrique, qu'on peut appeler afrodescendants, qu'on peut appeler afrogénères, mais qui ont choisi de s'intégrer à un système dissolvant plutôt que de relever le défi culturel. Et en cela, nous disons que les frères africains-américains, ils vont réagir positivement, même aux pires heures ségrégationnistes, parce que ces afrodescendants étaient pour soi. Ils étaient pour soi et en fait, ce soi est en rapport avec une réflexion critique de Cabor-Masson qui disait que certains intellectuels et certaines élites martiniquaises ne sont pas pour soi. Et donc, cela veut dire que elles s'acoquinent dans une situation schizophrénique entre la mère généreuse, disons le colonialisme français, et les pères tortionnaires qui sont les béquets que nous connaissons. Et il faut le rappeler, c'est au crédit des intellectuels et des militants, des leaders africains-américains qui se sont assumés, tout comme nos ancêtres africains, esclaves et nègres marrons. Et donc, nous pouvons citer de manière non exhaustive des personnalités comme Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Huey Newton, les radicaux noirs, les Black Panthers, les Black Muslims, etc., etc. Donc, s'agissant de Césaire, de son œuvre à la rescousse de l'Africain aux Antilles-Guyane et en Martinique, eh bien, Césaire a été le seul, le nègre fondamental a été le seul à voler à la rescousse de l'Africain. Et donc, il a secouru cette victime humiliée, le nègre, par terre, dans cette stigmatisé dans cette réalité d'apartheid. Le nègre terre à terre, à même le sol, au niveau du paillasson des
opprimés, humiliés. Et donc, nous devons considérer que nos grands hommes ont réalisé une œuvre pédagogique et nous devons l'enseigner aux générations futures. Parce que, à propos de Césaire, nous avons constaté que certains Martiniquais fustigent cette personnalité éminente de la cause noire à ses débuts et ont même inscrit des graffitis crapuleux sur certains murs de Fort-de-France, ce qui stigmatise leur ignorance, et alors que il n'est pas un pays sur la planète où on ne reconnaît pas cette personnalité éminente qui est Aimé Césaire pour son travail, ses œuvres, mais il faudra approfondir ce personnage pour comprendre l'histoire et comprendre ce qu'il est advenu. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'œuvre d'Aimé Césaire à la rescousse de l'Africain, du nègre, terre à terre, humilié, à même le paillasson, dans une société d'apartheid, sans considérer l'œuvre du colonialisme pour s'opposer aux programmes et aux projets culturo-politiques du poète, du penseur, du philosophe et de l'homme politique Aimé Césaire. Et c'est pour cela que lorsque nous parlons de la négritude d'Aimé Césaire, nous parlons de négritude objective, en contradiction avec la négritude négative de Léopold Sédar Senghor sur le plan culturel et sur le plan politique. D'ailleurs, Fanon, des propos de Fanon expliquent que ces déviations de la négritude négative de Senghor, et en ce sens, Fanon parle de la lutte, le combat. D'après les paroles de Fanon, le combat densifie la culture africaine. On ne peut pas considérer la culture africaine comme un gadget, comme un folklore. Et pour Césaire, pour Fanon, c'est la lutte du mouvement noir qui densifie, comment dirais-je, la négritude. Et par rapport à Senghor, Senghor a intégré un concept de la négritude que nous appelons négatif, puisque des personnalités comme Rolf Soyinka, à ce propos, disait que le nègre ne vante pas sa tigritude, mais il dévore sa proie. C'est-à-dire que Rolf Soyinka était partisan du mouvement de libération africain, de même que Cheikh Anta Diop, il condamnait l'orientation de la négritude fondée sur la France-Afrique, fondée sur la francophonie et la déstabilisation néocoloniale dont Léopold Sédar Senghor était l'un des vecteurs, tout en
prônant le concept de la négritude. Mais la démarche de Césaire Aimé était tout autre. Parce que Césaire Aimé, il avait un programme pour réaliser des objectifs d'autodétermination. Et ce programme a été contrarié pour des raisons que nous verrons par rapport à la réalité martiniquaise. On peut dire que Césaire a été victime de son peuple comme Pierre Juste Marny a été victime et martyr de son peuple. Pour le cas de Césaire, nous disons que le colonialisme imposera un destin politique tragique à l'un des premiers leaders nationalistes en la personne d'Aimé Césaire. Et il lui a été infligé ce que nous appelons un diktat imposé par les autorités coloniales, ce que nous définissons comme le diktat de la négritude, départementalisation ou du cercueil. Nous en reparlerons parce que en prenant la défense des masses nègres exploitées, humiliées et dominées, eh bien, le nègre fondamental en la personne d'Aimé Césaire a permis à l'Africain martiniquais aux dernières colonies de marquer des points sur ses adversaires. Et ça a été un début, un commencement qui permettra aux nègres martiniquais, aux nègres des Antilles d'expression française de se relever par terre. Parce que l'ennemi colonial avait bien compris l'efficience du discours et des diatribes d'Aimé Césaire en rapport avec la négritude objective, récidive du discours sur le colonialisme, ce qui rappelait à la victime le nègre, terre à terre, à même le paillasson, l'homme noir humilié, dominé, qu'il avait la possibilité de se procurer de l'antidote pour remonter la pente dans cet apartheid de la société raciste, coloniale, société de classe et de caste. En effet, l'œuvre de Césaire est considérable comme électrochoc parce qu'il a contribué à relever le noir dans une société où il était dérision, à dézombifier le nègre de la fatalité d'être africain, homme africain, déporté, et il a permis aux nègres martiniquais de se réveiller d'une réincarnation du guerrier silex. Il a sorti le noir de la torpeur où le fait d'être noir était être sans défense, isolé par ses maîtres bienfaiteurs qui avaient programmé de le civiliser par l'esclavage, par
la colonisation, par la christianisation, le civiliser pour en faire de nous nègres des frères de prière, des frères matérialistes, athées et des frères d'obédience. Donc, il a fallu cet électrochoc de la négritude positive pour surmonter cette tragédie, se relever de son identité, de sa cause civilisationnelle et existentielle. Parce que le nègre africain déporté dans ces parties dites françaises du Nouveau Monde avait désormais le devoir de ne plus taire son drame antillais et guyanais. Personne d'autre avant Aimé Césaire n'avait exprimé avec autant de force et autant de légitimité universelle l'Africain confronté à l'obligation de se libérer de ses geôliers, de ses bourreaux et envoûteurs assimilationnistes. L'impact et la résonance de son discours sur le colonialisme, en fait, fut victime de sa vérité et de son succès universel. Sans oublier combien Césaire n'a pu se libérer des pièges politiques de l'ennemi colonial désigné, ni se départir des mailles du filet des obédiences de son entourage et leurs contraintes à cause du système imposé qui ne laissait à notre pays, la Martinique et aux nègres fondamentales, d'autre choix que la négritude départementalisation ou le cercueil. Selon des témoignages historiques, ce diktat de la France-Afrique outre-mer a été conçu par le biais de la négritude départementalisation ou du cercueil. Et donc, cela a été imposé en 1946 à la Martinique et aux dernières colonies. Un diktat politique confirmé de témoins qui ont démissionné du PPM, Parti progressiste martiniquais, pour cause de chantage colonial. Il a été sommé à Aimé Césaire et au PPM d'avaliser la tutelle départementaliste ou de choisir la mort, le pire des scénarios de l'empire colonial, des services français et des autorités au plus haut niveau de l'État colonial à l'époque du projet de la décolonisation. Le traitement colonial se faisait des mêmes services de la France-Afrique continentale et de la France-Afrique des Outre-mer en charge du bâton et de la carotte pour faire marcher au pas les militants nationalistes africains sur le continent et dans la diaspora aux Caraïbes et aux Antilles-Guyane. Nous avons l'histoire et les chroniques relatives aux instances répressives coloniales et les services spéciaux de l'Empire ont été mis à l'index. Ceux qui étaient chargés, de par Jacques Foccart, de liquider les indigènes insoumis, les populations rebelles comme en Afrique, en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles-Guyane. Nous devrions affirmer et confirmer que la mission d'Aimé Césaire a été compromise par les manigances de l'empire colonial et de ses officines. Parce qu'Aimé Césaire avait une mission de rupture anticolonialiste
qu'il avait confié au PPM, à l'instar du parti anticolonialiste de la Guinée de Sékou Touré. Et nous devons rappeler au crédit de Césaire du rôle d'intermédiaire et de médiation confié par les services spéciaux à André Malraux pour ce complot colonial. Ce complot des obédiences ou des patrons du colonialisme à l'époque. Aimé Césaire a-t-il été acculé de choisir entre la mort et une résidence surveillée littéraire et politique en Martinique? Tel a été le plan imposé, la négritude, départementalisation ou du cercueil. Ceci assorti d'une peine à perpétuité incompressible pour le peuple martiniquais à ne jamais se libérer du colonialisme. Tel a été le plan. Imposer la négritude, départementalisation ou du cercueil, assorti d'une peine à perpétuité incompressible pour le peuple martiniquais et je me répète, à ne jamais se libérer du colonialisme français. Voilà la réalité du parcours et des contrariétés, des désagréments dont le guerrier Silex a été confronté et par conséquent, les nouvelles générations de militants panafricanistes, nationalistes, martiniquais devront exorciser cette réalité et transformer cette peine à perpétuité incompressible imposée au peuple martiniquais et donc exorciser ce complot pour poursuivre le processus de libération de ce colonialisme décadent. Nous avons des précédents, nous savons que André Aliker, notre martyr en tant que journaliste, a été victime aussi. Il a été éliminé par l'oligarchie dominante. On peut se rappeler aussi du destin de nos martyrs, destin identique de Fanon, de Delgrès, de Ignace, de Machoro. Et nous ne pouvons pas avancer dans la direction de notre lutte sans comprendre le parcours de nos aînés. Et c'est pour cela que aujourd'hui, j'ai choisi de parler de cette réalité en ce moment, parce que pour avancer vers le futur, nous devons nous appuyer sur des socles solides. Et par conséquent, personne ne peut nier cette réalité du travail effectué par Aimé Césaire et par conséquent, nous devons analyser son parcours, étudier ses actions parce que nous sommes dans une continuité de construction, parce que vous savez que la République française n'est pas née ex nihilo, elle est
nés du combat de génération en génération et qui se sont transmis le flambeau. Et pour nous transmettre le flambeau de manière efficiente, nous ne devons pas renier nos aînés, nos ancêtres, les Africains, tous ceux dont nous tenons un témoin, une direction, parce que lorsque l'on ne sait pas où l'on va, on devra retourner là où on est. Et que par conséquent, la négritude positive et objective de Césaire nous a situés dans un combat qui pose le problème de la contradiction entre les intérêts de l'opprimé, dominer le nègre, et les forces oppressives qui se composent de l'oligarchie des castes et de la classe des néocolonialistes martiniquais qui prospèrent dans le giron colonial. Eh bien, je termine cette intervention. Je rappelle que j'ai essayé de vous parler de Césaire Aimé à partir de notre réflexion dans Paul Afo-Eurasie de la pensée caribéenne dans mon ouvrage Essai pour une déconstruction coloniale. Merci, chers internautes, de votre attention et à bientôt sur la continuité du thème sur Aimé Césaire et l'évolution de la lutte. Merci et à bientôt.